ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'essaie de me l'appliquer. C'est pas facile tout le temps, mais c'est quelque chose qui crée du coup la confiance envers les clients, envers les managers. J'aime bien cette phrase-là, elle m'inspire. On est allé voir le métier en leur disant on a une solution pour sortir de cette ornière. Par contre, pendant 6 mois, il se passe plus rien. Donc ça, c'était une décision assez forte. Pensez au pire pour pas que ça se produise, parce que l'informatique, c'est jamais comme c'est prévu. Il y a toujours un truc. Tout ça pour dire que c'est une aventure extrêmement riche. Pendant 22 ans, j'ai pas vu le temps passer. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Arnaud Demar, qui est CTO de la SGIB et plus particulièrement en charge de la plateforme SG Market. Merci Arnaud d'avoir accepté l'invitation. Eh bien écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup Pierre de m'accueillir ce soir. C'est avec plaisir. J'ai noté l'effort que tu as fait. T'es venu dans les locaux à vélo. Écoute, c'est un vrai plaisir en fait. J'ai pris le pli là, de circuler à vélo maintenant de plus en plus dans Paris. Depuis la période un peu post-Covid, on va dire, et depuis qu'on a retrouvé des habitudes de vie sociale, et donc c'est plutôt plaisant et c'est efficace en plus, donc c'est bien. Ouais, c'est vélo tout le temps. Ouais, puis je vais souvent, on est basé à la Défense, donc je vais souvent à la Défense en vélo aussi, tout ce qu'il faut. La Société Générale en plus appuie beaucoup toutes ces valeurs un peu ESG en ce moment, donc je pense que c'est dans l'air du temps. Bon, et écoute, bravo pour l'effort. Ta selle m'arrive au niveau des pectoraux, mais ça doit avancer assez vite, quoi. Ah ouais, ça va bien. Bon, du coup, juste avant de peut-être démarrer le podcast, j'en profite pour remercier un collègue qui était proche, Alexis Slony, qui je sais écoute le podcast et avec lequel vous avez échangé dessus et qui a probablement œuvré pour que tu participes aussi au podcast. Donc je le salue aujourd'hui, et je vais commencer du coup par une question qui me taraude un peu. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles à la Société Générale, tu es un ovni dans le monde de l'IT, où aujourd'hui, moi j'ai reçu pas mal d'invités ici, qui changent de poste, de boîte, allez, peut-être pas tous les 2 ans, mais des fois 3, 4, 5 ans, 6 ans, 20 ans, c'est pas souvent. Non, est-ce que tu peux l'expliquer ? Expliquer l'inexplicable. Écoute, c'était, je pense, déjà pourquoi je suis rentré à Société Générale, je pense qu'on peut commencer par ça. Moi, je venais des États-Unis, j'ai passé un peu de temps là-bas, post-études, et c'était en 97. Et puis là-bas, toujours un peu en avance par rapport à nous, et je m'aperçois que, notamment, il y a quelque chose qui s'appelle Internet, qui est quelque chose d'incroyable, et on peut réserver ses billets d'avion sur Internet. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je suis allé voir le Grand Canyon, j'en ai profité pendant cette période. Et puis quand je reviens en France, je me dis c'est sûr que ça va vite arriver, et le futur. Il y a un truc. Voilà, c'est clair. Le e-business, c'est un truc incroyable, et c'est sûr que ça va exploser partout. Et donc j'ai pu trouver du coup un complément de formation à l'INSA Lyon. Et en sortant de cette spécialisation, je suis recruté par la Société Générale, et pour participer à une formation e-business. Ouais, donc c'était déjà à l'époque surtout ce qui était développement web. En quelle année du coup ? En 98. Ah ouais, ils étaient pas en retard, l'INSA. Non, l'INSA, ils sont toujours précurseurs. Et voilà, donc un peu fait de chance et de hasard. En tout cas, j'ai une proposition de partir dans une aventure de banque à distance. Donc à l'époque, c'est vraiment tout nouveau, la Société Générale se lance dans l'aventure, et donc de transformer l'offre Minitel en offre multicanal, et développer toute une offre donc sur Internet pour voir ses comptes en ligne, faire même des virements, commencer peut-être même à prendre quelques ordres de bourse, donc un truc très novateur pour l'époque en tout cas, et ça a duré 6 ans, et ça a été une aventure incroyable, puisqu'on était vraiment, j'ai envie de dire, dans un esprit un peu start-up, petite structure,
beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté aussi. Donc ça a été une période incroyable. Quand tu arrives à ce moment-là, c'est feuille blanche. Ah ouais, c'est feuille blanche parce que il y a pas d'existant là pour le coup. Hein. C'est le seul existant, c'est le Minitel. Et donc le cahier des charges, c'est de prendre les écrans Minitel et puis de réfléchir comment de mieux les présenter. On parle pas du X à l'époque. Enfin, tout ça, c'est vraiment très IT driven. Voilà, donc on était dans les prémices de l'informatique au niveau du business, en tout cas en France. Et à l'époque, une petite anecdote assez drôle, c'est que déjà à l'époque, en tout cas, on a essayé de faire du JavaScript serveur. Hein. Netscape avait son langage pour générer les pages côté serveur, parce que c'était comme ça qu'on le faisait à l'époque. Donc un petit clin d'œil à Node aujourd'hui, mais voilà, donc déjà en 98, on faisait du JavaScript serveur. Bon, la petite différence, c'est qu'on dépassait pas 2 transactions secondes. Et ça, on l'a pris un peu notre dépens, puisque quand on est arrivé en prod, tout s'est écroulé, et il n'y avait plus rien qui marchait. 2 transactions secondes. Ah ouais, c'était abominable, ça tenait pas la charge, et on pensait pas avoir un tel débit au départ, donc on a été victime trop vite de l'engouement. Pour donner un point de comparaison aujourd'hui sur les applications sur lesquelles tu bosses, c'est combien de transactions secondes? Sur certaines, on est quasiment je dirais peut-être à 5000, 10 000 transactions secondes. Ok, donc x 5000 en 20 ans, quoi. Ouais. Alors, sachant que c'est pas tout à fait les mêmes applications, hein, puisque je vais peut-être un petit peu détailler, mais là, on est vraiment aux prémices de la banque à distance, mais ça grimpe très vite parce que, tu vois, en 2005, on est, si je me trompe pas, aux alentours de 5 ou 6 millions d'euros, 5 ou 6 millions de clients, pardon, lapsus. Et un petit peu plus de millions d'euros, voilà, j'espère. Voilà, donc, vraiment une croissance, hein, on dirait aujourd'hui un scale-up en termes d'acquisition client assez incroyable. Et du coup, il faut effectivement, dans cette période de temps de scale-up, que le sous-jacent tienne la charge, scale et s'adapte à ces nouveaux défis de croissance hyper importante. Voilà. Et donc, au bout de toute cette période, qui était extrêmement riche, je me suis pas ennuyé, encore une fois, dans cette période-là, et j'ai rencontré plein de gens. C'est 5-6 ans Ouais, c'est ça, mais le 98, 2006 ou un peu plus, ça fait 7 ans et demi à peu près. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens incroyables. Je ne vais pas partir dans tout le name dropping, sinon il y a des gens qui seront un petit peu déçus parce que je ne les citerai pas, mais peut-être une personne auquel je pense tout de suite, là, qui est Willy Tarot, parce que tout le monde va le connaître, mais qui était avec nous à l'époque et qui aujourd'hui donc à la tête donc d'un soft hyper important qui s'appelle HAProxy dans le monde que l'on vit là, dans les grosses logiciels hyper demanding en termes de performance. On est sur ce type de logiciel, donc lui il était vraiment précurseur là-dessus. On a eu la chance de côtoyer ce type de profil, donc on est vraiment, tu vois, dans cette genèse, on va dire en quelque sorte, d'un certain nombre de fondations qui aujourd'hui semblent être des commodities, mais voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer ce type de profil, donc c'était assez grisant. Et en termes de, tu dis, il n'y avait pas du X à l'époque, mais l'ergonomie, c'était à celui qui allait lancer les choses malgré tout, les plus ergonomiques, les plus sexy, les plus intuitives, parce que le web, c'était intuitif pour personne. Hein, ah ouais, non, c'est clair, on s'est vraiment cherché. Au début, on avait affiché quand même pas mal d'informations sur une grande page, donc au-delà des problématiques de performance, on est confronté à des sujets, par exemple, de pagination, on est confronté comment on simplifie pour faire un virement, que ça se passe pas en 60 étapes et malgré tout il y a une dimension sécurité aussi à tenir en compte, à prendre en compte, donc là encore aussi une petite anecdote parce que là-dessus vous avez peut-être tous en tête le clavier virtuel là, qui est aujourd'hui le petit clavier où on nous demande le code, voilà, où on pianote avec sa souris ou avec son doigt. Et ça typiquement c'est une innovation aussi qu'on a mis en place à l'époque. On était la première banque à faire ça en France. Ça, c'est vous. Ouais, c'est un développeur chez moi qui a eu l'idée de fabriquer ça. Ah, c'est pas côté produit. Quand tu disais on était IT driven, les équipes dev pouvaient être vraiment force de proposition. Il y avait un problème de sécurité. Hyper créative. Tout à fait. À l'époque, on avait pris une solution à base d'applet Java qui était hyper chaotique. Et là, on a l'expert en question, donc Pascal, pour le citer, a eu une super idée et a mis en place, proposé un design qui était assez innovant et donc il nous a permis de disrupter un peu la façon de pas justement être sensible au phishing et ce genre de choses qui à l'époque étaient déjà présents. Ouais, pour le coup ça a été repris. Hein. On le voit partout. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait d'autres problématiques
aujourd'hui qui semble évidente et qui n'était peut-être pas évidente à l'époque. Là aussi, une constante dans toute ma carrière, c'est le monitoring, qui aujourd'hui est quelque chose de vital. Hein, mais déjà à l'époque, on était confronté à ces problématiques-là. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de volume déjà, beaucoup de transactions à surveiller, à garantir, des bugs évidemment à scruter et à corriger au plus vite. Et donc des enjeux de performance, de scalabilité. Donc là aussi, on a mis au point une solution avec des acteurs qui étaient dans les équipes là, et qui permettait donc de capter de la data de façon très très performante, sans ralentir le soft, hein, parce que c'était un peu le problème à l'époque, hein, quand on mettait des sondes ou de la data captation en plus des process applicatifs, déjà qu'on n'avait pas des serveurs très très puissants, ça pouvait prendre un peu de CPU et qui pouvait nous poser des problèmes. Donc là, on a trouvé une solution, un bon compromis, et qui permet donc de stocker beaucoup de données à l'époque, hein, un peu ce que ferait aujourd'hui Logstash et Elastic. Donc, c'était quoi la solution de l'époque? C'était une solution maison, maison développée okay. en C, quelque chose qui un marche, peu bas niveau, voilà, et qui marche bien, voilà, c'est ça, et qui permet en plus qui gère le rolling file, donc quelque chose aussi un peu qui est plus du tout distribué aujourd'hui, mais qui permet donc d'auto gérer la taille, puisque des fois les pannes classiques, on est au bout du file system et le serveur s'arrête, donc là on avait mis en place quelque chose qui évitait justement ce genre de panne. Voilà, donc plein de choses comme ça, donc c'est là où on va, pour donner un peu une explication pourquoi je suis toujours à l'AG, confronté en permanence à des enjeux comme ça, de complexité, et puis de travailler avec des gens brillants qui aident à résoudre ces problèmes, et on s'en sort plutôt bien généralement. Voilà. Donc tu as une première page de 6 ans sur une page from scratch, voilà. Banque en ligne. C'est ça, et donc voilà, une belle aventure. Et on parlait déjà d'ailleurs de banque multicanal à l'époque, encore des termes marketing aujourd'hui qui sont toujours présents. Et le défi des gens à l'époque, c'était de pouvoir qu'on soit à l'agence, sur l'appli WAP, à l'époque c'était le WAP, Waouh. le Minitel et donc Internet, avoir les mêmes informations, une consistance d'informations, etc. Donc des choses qui étaient assez précurseuses à l'époque, mais en tout cas voilà, qui aujourd'hui sont toujours des enjeux importants. Voilà, puis donc au bout de cette aventure qui est plutôt dans un monde retail, j'ai réussi à changer d'orientation et de basculer dans ce qu'on appelle la banque de marché, donc la SGIB. Et donc là, je découvre un univers complètement différent, donc qui est plutôt dans ce coup-ci ce qu'on appelle du wholesale, donc les banques de grande clientèle, B2B donc, et qui change complètement d'univers. Et je suis dans mes premières parties confronté à des applicatifs, des socles applicatifs qui gèrent donc les environnements de trading et qui prennent donc les ordres de marché que font les traders. Et là, on est confronté voilà, un peu aux mêmes problématiques finalement, mais avec une organisation et une façon de penser très différente. Donc là encore, pourquoi on ne s'ennuie pas ? Parce que le marché, chaque jour, est différent. Il n'y a pas un jour pareil à la bourse, donc ça c'est une explication qui fait que tous les jours, il y a des sujets différents et qui derrière tire des contraintes techniques très pointues, très passionnantes. Là, fonctionnellement, c'est plus du tout le même métier. Hein. Ah non, ça change complètement. Là, je fais un peu moins de web. Ouais. On est plutôt sur des développements .NET, Java, et on est sur ce qu'on appelle des chaînes STP qui visent donc à automatiser la prise d'ordre et la gérer tout au long de la chaîne de valeur pour automatiser ce qu'on appelle la confirmation, donc confirmer auprès du client qu'on a bien pris son ordre, et puis après toute la chaîne qui va avec, la comptabilité, les éléments de régulation, puisqu'on est dans un business très régulé, donc on doit derrière, pareil, faire beaucoup d'actions là-dessus, donc qui manipule énormément de data, beaucoup de problématiques de performance, de consistance, d'intégrité transactionnelle, donc très très riche en problématiques intellectuelles. Et là encore, je rencontre beaucoup de gens passionnants qui œuvrent à mes côtés pour essayer de résoudre ces problématiques auxquelles on fait face dans cette phase-là. Là, toi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton rôle, mais sur ta première expérience, tu commences en tant que dev, puis tu passes manager rapidement. J'ai été développeur pendant 3 ans, donc après j'étais tech lead, et puis après je suis devenu manager de la plateforme qu'on appelait Logitanet à l'époque, donc la plateforme web pour les clients particuliers. Et puis donc côté quand je bascule en banque d'investissement, là je deviens responsable finalement d'un socle applicatif qui gère donc les fameuses prises d'ordre, donc qui était l'ancêtre d'une grosse application là, qui a été citée dans un de tes podcasts, qui est très connue sur la place parisienne, qui commence par avec un X, et voilà qui a pris la suite de tout ce qu'on avait touché du doigt, donc sur ce qu'on appelle sur les chaînes produits de taux et de dérivés de taux, de crédit,
Voilà, donc qui était le socle produit qui est derrière cette grosse plateforme et qui derrière a continué à s'étendre. Donc là, sur tu es d'autres responsable de la plateforme. Là, pour donner un ordre d'idée, on parle de combien d'équipes, quelle taille On est sur une équipe à l'époque, moi j'étais responsable de 60 personnes, donc qui gérait donc la partie front to back, de la prise d'ordre jusqu'à la partie back office, donc sur les chaînes taux et les chaînes de crédit. Et donc, sur le forex. Prise d'ordre, on comprend. Back office, c'est en les fait, aspects régulation, c'est les voilà, aspects. il y a la régulation et puis il y a plein d'événements qui se passent. Par exemple, des fois on veut découper un ordre en plusieurs morceaux, donc ça se fait après avoir fait une première prise d'ordre, donc ça s'appelle des allocations par exemple. Donc on se retrouve à splitter l'ordre sur différents portefeuilles ou différentes orientations. Donc voilà, ça nécessite derrière des opérations post-trade. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le back-office. Il y a parfois, c'est plus dans le monde qu'on appelle des actions, des dérivés actions. Il y a des tombées de dividendes que certains connaissent. Voilà, donc c'est ce genre d'opération qui arrive et qui du coup doit être communiqué aux clients. Donc là aussi on est sur des logiques back-office, post-trade. Voilà. Alors du coup là tu passes, t'es confronté à des problématiques hyper différentes, from scratch, phase de scale, à un environnement où au final il y a des applicatifs qui tournent, qui sont critiques déjà, qui sont matures, avec des problématiques peut-être un peu plus legacy aussi à traiter. C'est quoi tes problématiques, les grandes questions, les grandes décisions que tu as à prendre Ouais. Alors on a été confronté à plusieurs choses. Alors déjà dans cette première phase, on avait des applicatifs qui étaient assez morcelés. Donc là, typiquement, avant qu'il y ait une grosse refonte, on avait déjà travaillé un petit peu sur une orchestration, puisqu'on parle d'automatisation, donc avoir une orchestration beaucoup plus automatisée qui permettait justement de réduire fortement l'enchaînement manuel d'un certain nombre d'opérations. Donc ça, c'est, on va dire, un premier défi assez structurant. Et puis après cette phase où j'étais donc sur la partie qu'on appelle fixed income, j'ai basculé dans un monde qu'on appelle equity, donc les titres et dérivés, donc tout ce qui est marché actions et dérivés, qui est une franchise hyper importante pour la SOG, qui est hyper stratégique et sur lequel la SOG est leader aujourd'hui avec beaucoup d'innovation sur la partie produits, sur les produits structurés. Et donc je m'occupe d'un périmètre assez gros qui gère donc toute la prise d'ordre et le back-office du monde des titres, qui est très connu sur la place et qui a connu pas mal de problèmes en fait, justement de scalabilité et de sécurité. Donc là, c'est des gros sujets hyper prenants, puisque la sécurité, sans sécurité, on ne fait pas de business. Donc là, un gros sujet de remise en cause de comment on appréhendait cette sécurité pour mettre en place un dispositif, là encore, un peu innovant pour très très vite sécuriser bout en bout toute la chaîne de liaison, toute la chaîne de traitement. Et cette solution de sécurité va être prise par ailleurs d'ailleurs à l'ensemble du SI de GBIS. Ok. Voilà, donc permettre vraiment d'être très robuste sur tous ces éléments-là. Il y a des choses que tu peux partager sur les solutions trouvées. Ouais, ce que je peux. De toute façon, la sécurité, c'est toujours un peu. Voilà, c'est ça. Mais je pense que justement, mon premier passage donc, côté banque de retail m'avait aguerri un peu sur ces problématiques-là, puisqu'on était confronté déjà à l'époque un peu à de la cybercriminalité, qui était déjà très développée. Toujours un coup d'avance. Donc voilà, donc déjà à l'époque, il avait fallu s'aguerrir à tout ça. Et puis du fait que j'ai un peu ce bagage-là et des connaissances et des connexions dans ce monde de la sécurité, j'ai pu justement connecter le B2B avec le B2C et on a pu créer des synergies pour montrer et réutiliser des solutions qui étaient utilisées justement sur Logitelnet pour donc être réutilisées à l'échelle sur les applicatifs côté GBIS. Donc ça a été très intéressant en termes d'aventure, puis de toucher du doigt justement le fameux scale-up, mais transformer une application à l'échelle, donc c'est une forme de scale-up et de réutilisation, donc qui était assez intéressant, puis d'être confronté du coup très vite à l'ensemble du SI, puisqu'il a fallu créer des connecteurs qui s'adaptent à toutes les technologies, donc aux différents langages, C++, Java, .NET, Power Builder. Sur ton périmètre, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et puis au-delà de mon périmètre, parce que comme j'essaie de te le dire, ça s'est répandu aussi ailleurs. Donc on avait là en charge de s'adapter aux autres écosystèmes. Donc ça permet de découvrir de nouvelles contrées, en quelque sorte, et de nouveaux équipiers, de nouvelles équipes. Donc ça a été très très intéressant d'un point de vue humain. Et puis derrière, continuer à améliorer donc cette solution de sécurité. Donc c'est un sujet passionnant.
Et puis un autre élément d'exemple, confronté également sur ce legacy titre, quelque chose qui est souvent là, c'est comment on continue à scaler parce que le marché continue à croître, etc. Et là, on touche des limites physiques au design qui a été appliqué sur cet écosystème. Et on fait face à un choix. Et à l'époque, les sponsors de l'applicatif nous convoquent et nous disent on fait quoi, on jette tout à la poubelle, ou est-ce qu'il y a une chance de sauver le dispositif, l'écosystème. Et on avait pas mal réfléchi avec les experts de l'époque et on s'est dit qu'on pouvait sauver l'application en question en trouvant des adaptations sur la partie infra. Donc à l'époque ça tournait sur du Solaris. C'est vraiment T'as dit on touche des limites physiques, c'est pas sur le soft en fait. Le soft en fait c'est toujours une combinaison des deux, c'est le soft atteint des limites parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas optimales d'un point de vue code, mais la réécriture de code coûte très cher malheureusement, en tout cas quand on touche sur des nœuds névralgiques, tout refaire ces aspects-là, ça va prendre beaucoup de temps et là on était confronté à une crise de temps par rapport au marché, on était en période de crise de liquidité, donc qui génère beaucoup de volatilité sur les marchés, et donc il fallait trouver des solutions pour garantir que tous les jours on soit capable d'intégrer toutes les transactions en fin de journée, donc c'est un enjeu hyper fort et on était vraiment en stress pour trouver une solution. Et donc par rapport à ça, une des solutions était de trouver un scale-out horizontal là où on était bloqué sur un scale-out vertical où on ne pouvait pas rester sur cette technologie. Donc on a trouvé un moyen de changer de paradigme et donc de quitter le monde Solaris pour aller vers le monde Linux. Donc à l'époque c'était un peu détonnant puisqu'on parle de serveur x86 et à l'époque on dit voilà comment on peut changer du Sun en des machines x86. x86 c'est du low cost, ça n'a pas marché. Enfin bref, donc il y avait tout ce challenge par rapport à ça, mais donc d'une part ça marchait très très bien, c'était moins cher. Et puis accessoirement un bon argument. Voilà, ça c'est un argument généralement que les managers aiment bien. Et puis surtout ça permettait d'offrir de nouvelles latitudes puisqu'on avait aussi un dispositif de cache au-dessus de cette grosse base de données et donc qui a permis de s'acheter de l'oxygène en fait très fortement et a permis de retrouver donc des performances suffisantes en tout cas et même très très bonnes puisqu'on a réussi après à tenir des crises un peu importantes. J'ai en tête une date qui est le 7 août 2011 où ça s'appelle la crise de la liquidité. Ça a été pour nous le jour où on a le plus grand nombre de transactions dans la journée et grâce à ces adaptations on tient le choc. Et il se passe quoi le 7 août 2011 c'est un pic marché où il y a énormément de volume à cause de volatilité. Il y avait une crise qu'on appelle une crise de liquidité sur le marché, donc tout le monde passait des ordres dans tous les sens et donc nous ça nous a généré un volume incroyable. C'est un peu le Black Friday pour les marchés en quelque sorte. Mais c'était expliqué par il y a une saisonnalité Non, pas du tout. C'est vraiment lié à cette époque-là. Ça s'appelle la fameuse crise des liquidités qui fait post-crise des subprimes. Ouais. Et donc tout le marché était dans une situation compliquée. Et donc, c'est en août, en pleine vacances que ça se passe. Ça se passe souvent comme ça. Et nous, on a eu donc beaucoup de volume. Et c'est toujours ce jour-là. Il y avait un stress. Il y avait un stress au niveau des managers qu'on ne tienne pas la promesse. Et on a réussi à tenir cette journée qui était assez incroyable. Et grâce, encore une fois, à ces ajustements d'architecture basés sur l'infra. Et après, ça nous a laissé le temps, par ailleurs, de travailler justement sur une refonte plus applicative et d'aller chercher des vrais gains d'efficacité également sur la couche applicative pour gagner en agilité, gagner en maintenabilité. Alors c'est resté malgré tout dans les technologies d'époque, on ne pouvait pas tout refondre parce que c'était un programme qui avait nécessité beaucoup d'investissements, donc on ne pouvait pas tout changer. Mais on a quand même réussi à changer un certain nombre de paradigmes, notamment quelque chose qui aujourd'hui parle beaucoup, on parle de livrer rapidement. Ouais. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Quand on lit des lectures comme Accelerate, c'est ce qui ressort très fortement. Et puis quand on rencontre des gens de la tech, notamment à San Francisco, ils parlent tout le temps de ça, de shipper, c'est le terme, je crois qu'ils utilisent. Voilà, donc shipper en permanence, vite et bien. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors à l'époque, c'était des technologies, on est sur du Power Builder, des procédures stockées, donc il faut s'adapter à tout ça. Mais on est assez fiers de nous parce qu'on est passé on faisait 4 releases par an à un dispositif où on release beaucoup plus. Et là encore, pour moins cher, on a automatisé pas mal de choses, donc on a créé beaucoup d'incréments avec les équipes à cette époque-là. Donc c'était assez grisant, puis on a permis de donner, encore une fois, un second souffle à un écosystème qui était peut-être en voie d'extinction.
Donc a posteriori, c'est une des grosses décisions de manager que tu as dû prendre, c'est est-ce qu'on part sur une refonte complète, est-ce qu'on la fait pas tout de suite, est-ce qu'on la décale, est-ce qu'on part sur une solution où ce que tu as choisi, hein, une solution plus infra. Ouais. Ça ouais, les enjeux sont fous quand tu dis non, ça peut tenir, on part sur l'infra, puis on fera une refonte où on se donnera le temps de. Ouais, c'est ça. C'était trouver le bon compromis entre la crise de temps, l'investissement, les capacités aussi qu'on pouvait avoir, donc un ensemble de contraintes, et puis un management qui était évidemment dans l'expectative. Et je pense qu'on a réussi à poser le problème correctement et prendre les bonnes décisions. Donc c'est pas moi qui l'ai prise tout seul, mais en tout cas avec mon management de l'époque. C'était quoi le risque à la prendre une décision de pas refondre tout de suite? C'est qu'on ne tienne pas la promesse, c'est que si jamais notre solution... Le 7 août 2011, si ça là, pas, là, on aurait été très très mal parce qu'on ne pouvait pas avoir les deals en position et là, c'est plein de problèmes derrière. Ça génère... c'est ce qu'on appelle, après ça crée des suspens, les clients ils n'ont pas leur paiement, ils n'ont pas leur confirmation et ça crée plein de problèmes même vis-à-vis de la régulation, donc non, c'est hyper coton et non, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on était quand même en stress et puis derrière, ce dispositif alimente ce qu'on appelle les chaînes de risque. Donc c'est là où on va après vérifier qu'on n'est pas en surexposition, que notre couverture est correctement ajustée, etc. Donc ça tire plein de process métiers hyper structurants. Donc c'est là encore une fois, c'est passionnant parce que tout ça nécessite beaucoup de réflexion, de se connecter avec beaucoup d'équipes, les pros and cons, etc. Enfin poser le problème, je pense que c'est le terme, et être pragmatique. Et là, je pense qu'avec le management de l'époque, on arrive à bien s'entendre, et puis avec une proximité IT et business, parce que c'est ça aussi qui est passionnant dans cette histoire, c'est que le business et l'IT sont très proches dans ce monde-là, et ça permet vraiment d'avoir, je pense, une collaboration saine et de prendre ensemble finalement la décision, de prendre le scénario plutôt d'y aller en plusieurs étapes plutôt que de tenter le Big Bang qui est plutôt plus difficile à tenir, et voilà. Donc gérer les risques, on va dire. Juste, t'as parlé d'un bouquin, Accelerate, qui a eu l'air de pas mal t'inspirer. Ouais, c'est un livre là, qui a 2-3 ans, mais qui est toujours, qui est très d'actualité, pardon, et qui met en avant c'est quoi la capacité à aller vite, justement, au sens efficacité du terme. Et donc l'auteur retient quelques KPI intéressants, donc notamment le lead time, donc en combien de temps on peut livrer en production une demande business. Donc c'est une métrique qui est intéressante pour justement ton efficacité à apporter de la valeur très rapidement. Regarder l'incidentologie que ça peut générer. Donc ça aussi, c'est pour vérifier que tu livres vite mais bien. Et ça nous va bien, parce qu'encore une fois, dans un business régulé, tu dois tenir cette promesse. Donc c'est un indicateur important justement de vérifier que ton automatisation, que tes tests, tout ce qui va avec la qualité est de bon niveau, et que si jamais ça se passe mal, derrière tu es capable aussi un troisième indicateur, de corriger vite, donc voir en combien de temps tu es capable d'avoir ton recovery time. Donc c'est des indicateurs que tu suis aujourd'hui, du coup ? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, là, dans tout ce qu'on fait. Qui pourrait expliquer du coup la troisième période de ma vie à la Société Générale. C'est une belle transition. Voilà, exactement, merci Pierre. Et puis donc il y a un quatrième KPI qui est parfois un peu plus difficile à tenir, mais qui est également super important, qui est l'usage, parce qu'on peut prioriser des sujets, des use cases qui arrivent en prod, et si c'est pas utilisé, c'est que la valeur est pas là. Donc, c'est marrant, c'est pas un KPI qui est... Je l'aurais presque mis en 1. C'est justement, donc je les ai peut-être pas mis forcément dans l'un, mais en tout cas c'est les 4 qu'on regarde. C'est vrai que il me semble que quand j'avais fait des formations agiles, tout ça, Scrum, mais c'est en avant. Ça se basait beaucoup sur le constat de en fait il y a beaucoup de fonctionnalités de use case qu'on développe qui sont pas utilisées, et l'agilité répond un peu à cette problématique de ok, ça on en a vraiment besoin vite et on l'utilisera, quoi. Ouais. Donc c'est tout ça fait partie de l'observation, et qu'on a mis en place justement notamment dans cette troisième aventure. Donc en 2014, du coup, j'ai une opportunité de
rejoindre un nouveau défi. Et j'ai rencontré donc, je vais pouvoir le citer, Alain Fischer, qui est le digital officer de la banque d'investissement. Et on fait un pari un peu fou où il me propose de digitaliser la banque d'investissement. Il me dit viens, il y a tout à construire, il faut tout inventer. Et comment Alors, digitaliser la banque d'investissement, ça veut dire quoi? Alors, c'est un bien grand mot, c'est bien marketing. En fait, l'idée, c'est d'offrir une solution à base de e-business pour transformer les métiers, aller beaucoup plus vers ce qu'on appellera j'utilise beaucoup d'anglicisme, en tout cas de self-care, de capacité à donner aux clients l'opportunité d'assumer, de gérer finalement ces problématiques sans dépendre d'un téléphone, d'un mail ou d'une dépendance humaine, on va dire, pour automatiser le plus possible la relation client. Donc c'est vraiment l'enjeu qui est derrière, et ça a des enjeux très forts à la fois sur la partie front, pour engager la relation, donc là créer du contact, créer du business quelque part, entamer une relation. La partie trading, donc là apporter également des facilités pour engager la contractualisation, la capacité à gérer des opérations de marché pour une entreprise. Et puis après, il y a toute la partie post-trade qui est extrêmement importante. Donc, voyons ça comme le SAV. On sait que c'est toujours la partie la plus difficile quand on a commandé un téléphone et puis qui est cassé, qui ne marche pas. On sait que parfois, avec certains fournisseurs, c'est compliqué de réparer. Donc, voilà, c'est toute cette relation client post-opération qui est également extrêmement structurante et qui, dans les grandes organisations, peut être assez compliquée, où il y a plusieurs entités, plusieurs services. Et là, encore une fois, la digitalisation peut apporter des réponses pour faciliter, en tout cas, ou masquer cette complexité auprès du client et apporter des vraies réponses pour simplifier cette relation. Et comme on dirait certains, simplifier c'est compliqué, donc c'est tout l'enjeu de cette transformation qui est proposée. Et ce qu'on voit avec Alain à cette époque, c'est que la solution qui nous semble être efficace, on est confronté à un SI qui est dans son jus, avec beaucoup de legacy, beaucoup de choses entremêlées, qui est lié au poids des âges, et puis par ailleurs donc ce défi client que je viens d'essayer d'expliquer. Et donc il y a quelque chose qui existe en fait là. Alors on a un petit sous-jacent qui est basé sur la partie qu'on appelle la recherche, et qui nous semble être intéressant. Puis on va chercher un concept supérieur qui vient compléter la logique, qui est d'adopter une stratégie de plateforme. Donc une plateforme donc qui permet donc d'avoir alors c'est pas une plateforme au sens technique, une plateforme business qui permet donc c'est un vrai terme marketing, et qui permet donc d'offrir un écosystème commun, que tu sois client, que tu sois staff, que tu sois partenaire, pour permettre du coup d'avoir du levier. Donc à chaque fois que tu mets en place une fonctionnalité, instantanément les trois clusters, les trois segments d'utilisateurs peuvent avoir accès et réutiliser ces fonctionnalités. Et donc on commence à structurer une offre qui permet d'organiser un peu ces idées qu'on a au départ, et qui lance donc l'aventure d'SG Market, donc qui est notre plateforme aujourd'hui, de la plateforme pour la banque de grande clientèle, et qui gère toute l'offre front to back et tous les services qu'on offre à nos clients. Donc la plateforme, en fait, au départ, elle est basée sur quelques services. Et donc l'idée a été justement de faire ce fameux scale-up qu'on entend parfois ailleurs, et donc d'aller chercher des transformations de legacy pour les convertir et les emmener dans cette plateforme digitale e-business permettant d'étoffer l'offre et de croître. Et là, on est confronté à ce moment-là donc à un premier écosystème des outils sales qui permettent de vendre des produits auprès de nos clients. Et là, on est confronté justement encore rebelote, un legacy à transformer. Et on doit se poser des questions, comment on va adresser ce sujet. Tu te reposes les mêmes questions. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait là ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois, c'est un problème différent. Donc là, le sous-jacent est en Silverlight. Donc on a un sous-jacent technique en fait. Sous-jacent technique. Alors il y avait un côté, alors pour le coup, du UX assez abouti, parce qu'il est très connu sur la place. On pouvait faire la prise d'ordre avec un cube en 3D, donc on pouvait faire pivoter. Donc chaque face avait des éléments fonctionnels, soit de saisie, soit de lecture, et c'était assez novateur. Et c'est vrai que c'était vraiment très bien fait. Et donc toute la place nous l'enviait. Mais bon, le problème, c'est que c'était en Silverlight, donc on avait un sujet d'obsolescence programmée. Et on a été confronté donc au sujet. Puis après, à cette époque-là, justement, des problématiques aussi organisationnelles, et puis des problématiques, on va dire, de structuration même du soft, qui fait qu'on a du mal à livrer plus de 6 fois par an.
avec des codes freeze qui durent plusieurs semaines. Donc voilà, une grosse complexité pour le business et qui a du mal à avoir la valeur et à faire évoluer son offre. Donc ça, c'est un vrai frein business. Donc on retombe sur... Pas possible d'être en agile sur l'orga en place quand tu arrives. Alors, si, là... Enfin, en agile, livrer 6 fois par an, c'est des sprints de 2 mois. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. On est sur des frontaux web, on espérait avoir une agilité bien supérieure. Donc ça fait partie du sujet, justement, l'operating model, la gouvernance, comment tout ça est opéré. On a des équipes un peu distribuées, mais pas de façon optimale. Donc là, on travaille justement aussi sur la partie sourcing. Et puis on va dire les sponsors métiers, enfin les acteurs métiers qu'on appellera product owners aujourd'hui, sont plutôt à Paris. Donc avoir des équipes qui sont soit à Londres, soit à Bangalore, et avec des équipes à Paris, avec des donneurs d'ordre à Paris, on trouvait ça compliqué. Et en plus, comme on devait tout refondre, on prend la décision de tout refondre, justement. Voilà, pour le coup, on n'a pas le choix. De toute façon, il y a l'obsolescence programmée, mais du coup, de reconstruire quelque chose de novateur et trouver un trade-off, puisque les investissements, il n'y en a pas trop. Donc là, en fait, on a le compromis de refaire, mais avec le budget qu'on a, sans add-on. Donc ça, c'était une contrainte assez forte. Donc il y avait au départ un budget de fonctionnement qui permettait de faire tourner l'application. Et justement, c'est ce qui a permis de débloquer la situation, c'est qu'on est allé voir le métier en leur disant, on a une solution pour sortir de cette ornière. Par contre, pendant 6 mois, il ne se passe plus rien. Et on ramène tout à Paris. Donc ça, c'était une décision assez forte. Et voilà, donc il y avait... faut convaincre là quand même. Ah ouais, il faut convaincre, oui, parce qu'en plus, dans l'application, tout à l'heure, je t'ai parlé de produits structurés, donc ça faisait partie du sujet. Donc il y a une branche qui sert cette ligne produit qui est hyper importante en termes de revenus. Donc voilà, s'arrêter 6 mois, c'est impactant. C'est une perte c'est une perte sur 6 mois. C'est sur 6 mois, mais alors le service continue avec le legacy, mais on ne fait plus d'évolution. C'est ça que ça veut dire. On n'arrête pas le service. Mais par contre, tu n'acquiers plus de part de marché. Voilà, mais il faut se rappeler d'un truc, c'est qu'on livrait que 6 fois par an. Oui, tu perds Donc tu perds 2 à 3 releases, et sachant que 2 à 3 releases qui derrière génèrent plein de bugs, post-release. Voilà, donc je pense que on a essayé de convaincre justement là-dessus. On a aussi convaincu le fait que de rationaliser un peu les équipes, au lieu de avoir des grosses équipes, de mettre moins de personnes avec des équipes mieux choisies, avec des développeurs plutôt bons. On a fait le pari de la vélocité. Et donc c'est comme ça qu'on a réduit les équipes, plus petites, mieux organisées, avec un product owner en face de chacune de ces lignes produits, avec un effort d'UX très fort. Donc plutôt que de coder et puis après de faire du refactor en permanence, on a posé aussi avec Alain des bases assez fortes. C'est lui qui a amené ça, c'est d'être vraiment très use case driven. Et de ne coder que lorsque on a posé les personnages, on a posé l'UX, que les choses sont correctement pensées, pour après commencer à coder des choses. Et ça paraît assez bizarre, mais c'est vraiment la bonne façon de faire. Et on cite souvent les GAFA, ils fonctionnent comme ça. Faut pas croire qu'ils sont tout le temps en train de partir dans tous les sens. Non, ils sont très très rationnels. Et on avait du coup à cette époque aussi rencontré quelques développeurs de ces antennes-là, de chez Facebook, etc. Et ils expliquaient exactement ça. Et donc être rationnel, pas partir dans tous les sens, et justement peser le prix de la ligne de code. Et donc on est sur de la... Le prix ou le ROI du coup? Ça va avec, c'est-à-dire que ta ligne de code, si derrière tu la ship trop vite et puis que derrière tu dois passer à nouveau 2-3 mois à la refaire parce que ça n'a pas apporté la valeur attendue et que ça ne correspond pas au use case espéré, la perte elle est énorme. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir avant et bien structurer le besoin. Et donc cet effort d'UX et de design en amont, elle est, en tout cas on trouve qu'elle est plutôt très très salvatrice et nous évite pas mal de gaspillage. Donc c'est en termes de temps d'ABAC. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut simplement dire, c'est que nous, quand on a fini la transformation, avant-après, il y a eu plusieurs indicateurs forts de performance. Donc déjà, la première chose, par rapport à l'indicateur que je citais, donc déjà en 6 mois, donc freeze total, on réussit à livrer donc une V1. Alors pour livrer d'ailleurs, on fait appel au marché, on a réussi à trouver quelques pointures qui nous mènent aussi sur les bons rails,
des gens hyper bien câblés, qui avaient les compétences justement, parce qu'à l'époque on change de technologie, on fait du single page, c'est ce qui est assez novateur, on fait des API, donc on change vraiment de paradigme. Et donc certains acteurs qui étaient brillants et qui sont encore avec nous aujourd'hui pour certains, et nous ont accompagnés dans cette phase-là de transformation. Donc tu parlais d'agilité, donc mettre en place les vraies équipes auto-organisées autour du product owner, ça a été très fondateur. Et puis après, donc les promesses et les KPI qu'on observe, c'est au bout de 6 mois. Première chose, c'est qu'on passe d'une situation où on livre 6 fois par semaine, 6 fois par an, excuse-moi, à on devient non-event release. Donc on peut livrer tous les jours, ou même plusieurs fois par jour si on veut. Le vendredi à 18h ? Oui, parce qu'on a tout automatisé avec des tests. Vous le faites ou pas ? Alors le vendredi, je pense qu'on le fait, oui. Enfin, ça c'est pas. C'est plus un sujet. Non, c'est plus un sujet. Je te dis, c'est non-event release parce que l'équipe que j'ai en tête, on a livré plus de 250 fois. Donc toi, c'est une fois par jour. Donc on est dans le trend. D'accord. Et on a également donc un autre KPI qui est intéressant, c'est qu'on a significativement réduit les coûts de run du coup. Donc on a réduit de plus de 50% le run the bank, donc le run, tout ce qui est bug fix et opération. Donc ça c'est également un gain hyper important puisque c'est de l'argent que tu peux du coup plutôt investir sur du change. Donc ça change le paradigme. Et puis une vélocité importante de delivery puisque avec cette réduction de budget, de coûts plutôt, on est capable de faire beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'offres. Donc à budget constant, on a multiplié par 3 le nombre de produits et de services qu'on a offerts aux clients. Donc ça a été une valeur incroyable pour le business puisqu'ils ont vraiment eu la capacité de scaler beaucoup plus qu'avant. Scaler, donc pas en taille d'équipe, non, pas en budget, mais en offre. En offre, et en vélocité, en efficacité. En efficacité. Ouais, en valeur produit, quoi. Voilà. Et là, un petit parallèle là-dessus, c'est qu'il y a eu Devoxx il y a quelques semaines et il y avait une très bonne présentation, là, que j'en fais une petite promo, mais de Raphaël Lutal, justement, où il pitch la formule universelle de la performance et de la scalabilité. Et justement, il conclut son propos, ça s'adapte parfaitement aux organisations humaines et on peut le constater effectivement qu'il vaut mieux avoir des équipes plus petites mais performantes que des grosses équipes moyennes, ça c'est une évidence. Et c'est pour ça que l'aspect recrutement et l'aspect choix des acteurs est hyper importante. Je rebondis sur le Devoxx, tu m'avais conseillé également une conférence du Devoxx de... je sais plus comment il s'appelle, des histoires DevOps, Père Castor. Ah oui, ça c'était génial ça. Ouais, c'était le Père Castor, raconte-moi des histoires de prod. Ouais, ça c'était une autre session que j'ai adorée. Et c'est quelqu'un de chez OVH, si je me trompe pas, qui fait cette presse et il nous parle pas mal d'histoires qui m'ont parlé un peu parce qu'il parlait pas mal de sujets là, de chez AWS et chez d'autres, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a que dans les entreprises françaises où il y a des problèmes. Dans les entreprises GAFA ont beaucoup de problèmes, mais ils le disent pas trop. Voilà, donc il a raconté quelques anecdotes qu'il avait eu connaissance, parce qu'il organise, je crois, tous les vendredis un webcast où chacun peut venir témoigner de parler de ses post-mortem, et je trouve ça assez intéressant justement de passer du temps justement à analyser les routes causes des uns et des autres parce que je pense qu'on a tous à apprendre des erreurs. Les erreurs sont malheureusement partout et il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet. Faut rester humble devant la prod, je crois. Du coup, j'en profite dans le podcast. On a un autre podcast à Calbi qui s'appelle Because, et s'ils souhaitent venir intervenir sur les post-mortem DevOps en tant que Père Castor, c'est avec plaisir. Voilà, petit clin d'œil. Mon surnom à Calbi, c'est Pierre Castor. Donc, c'est ça. D'habitude, c'est pas moi qui donne mes surnoms, mais voilà, j'en profite et je rebondis. Les post-mortem. T'as l'air de dire que c'est un sujet c'est toujours intéressant d'en faire. T'en fais, comment ça s'organise c'est quelque chose qui est très présent chez nous. C'est une obligation, même parfois même régulateur, parce que c'est important quand il y a des incidents qui sont visibles sur le marché, on est obligé de déclarer. Donc on est obligé même de montrer qu'on a bien compris la situation et qu'on a remédié, du coup, pas mis qu'un pansement, mais qu'on a traité les routes causes. Donc c'est une démarche intellectuelle qui je trouve, qui peut parfois être fastidieuse quand on est sur des gros incidents d'infra, où notamment ça pose plein de questions, plein de problèmes, peut-être même certaines remises en cause. Mais je pense que c'est important de traiter ces sujets, d'aller surtout au-delà du post-mortem, d'aller au bout de
De la démarche. De la démarche, ouais, d'aller vraiment tacler toutes ce qu'on appelle les actions post-mortem, justement, et d'aller dérouler le plan d'action jusqu'au bout. Pour encore une fois tacler les routes causes. Tu as des exemples de post-mortem qui ont déroulé qui ont amené des grosses actions derrière? Bah écoute, ouais, je pense que les sujets que certains connaissent, c'est surtout toujours, les trucs impactants sont souvent au sujet des bases de données, par exemple, où toi tu dis, tiens, ma base elle est backupée, j'ai des datas qui sont donc au chaud sur des bandes parfois, et puis le jour où ça crache et que tu veux faire un restore, tu prends la première bande, elle marche pas, tu prends la deuxième, elle marche pas. La troisième marche pas parce qu'en fait tu as oublié dans ton dispositif, c'est bien de faire des backups, mais si tu testes pas le backup, t'as un trou, et ouais. voilà, et donc ça peut arriver, voilà, et donc ça je pense que c'est le genre de choses qui sont hyper structurantes. Et donc ça c'est arrivé, ça? il y a quelques années c'est arrivé, et je pense qu'aujourd'hui ça n'arriverait plus. Je sais pas si ça n'arrive plus, j'ai touché du bois, mais non, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et qui est présent dans beaucoup d'entreprises en fait, et on oublie très vite que faire des tests de restore c'est vital, et si on les fait pas, on peut se retrouver face à des situations assez dramatiques. Vous faites tu vois, on enregistre semaine du 30 juin, il y a le podcast de Christophe Rochewell qui va sortir demain, et on a parlé de chaos engineering. Ouais. Vous en faites? Alors ça, c'est un bon sujet aussi. Alors, comme tu le sais aussi, peut-être, on est dans une phase de transformation intense sur la partie Ops, puisqu'on est en train de migrer beaucoup de choses sur le cloud public et sur le cloud privé. Donc ça aussi, ça fait partie de la value qu'on est allé chercher avec SG Market, parce qu'on était assez précurseurs sur le sujet. Et du coup, dans la définition de notre target, de notre cible, d'architecture, on vise une dimension qu'on appelle cloud native. Et donc la partie Chaos Monkey fait partie des possibilités d'exigence qu'on veut aller chercher. Donc après, est-ce que c'est la priorité numéro 1? Non, parce qu'il faut avoir une véritable maturité pour y arriver. Mais on a déjà eu des expériences dans nos équipes là, qui pratiquent cette opération. Donc notamment sur les grilles de calcul, d'aller killer quelques nœuds. Donc ça se prête assez bien à cette pratique. Et ça marche plutôt bien, ils sont plutôt contents. Après, le faire dans d'autres écosystèmes, ça va dépendre, je pense, déjà de la taille, de la complexité. Mais je pense que c'est une culture qui est saine, hein, et il faut vraiment une maturité forte, parce que quand tu as cassé ton environnement, il faut être capable de le remonter très vite. Donc c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'il faut être, moi je pense, en tout cas de notre expérience, très très bon sur la partie de DevOps. Donc soit tu as la scalabilité suffisante et perdre des nœuds, c'est pas très grave. Donc c'est là où les grilles, ça s'y prête assez bien. Quand tu es sur un site web où tu as 4 nœuds, t'en tues 2, faut pas traîner trop longtemps pour les remonter. Donc voilà. Donc mais c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. Mais on est encore au début, nous, de cette practice, mais on va aller la chercher au vu de notre transformation qu'on a devant nous pour les mettre en place et en tirer parti. Tu as parlé de cloud. Ouais. Moi j'imagine que c'est un gros sujet du coup sur les choix structurants, sur les convaincre du cloud, la data privacy, les problématiques de performance, de scaling, d'auto-scaling, ça a été des gros sujets. Ouais, complètement. Alors du coup là encore peut-être un fil conducteur là, confronté à des décisions. Puisque donc dans mon registre de responsable d'architecture, on a justement en 2018 un énorme projet régulateur sur les parties risque management qui s'appelle FRTB et CCR, et qui vise donc à démultiplier ce qu'on appelle les stress tests, donc pour garantir que de notre résilience et notre capacité à prévoir beaucoup plus de scénarios de risque, et donc montrer qu'on est résilient encore une fois. Et ça, c'est très très intense d'un point de vue calcul, et ça fait multiplier par un facteur très important sur la nécessité de CPU et de mémoire pour pouvoir tenir tous ces calculs dans un temps raisonnable. Et là, on fait un rapide calcul, faire ça dans nos data centers, ça va nous coûter extrêmement cher, et puis on n'a pas la place forcément, donc ça va nous ralentir aussi, il va falloir acquérir de nouveaux espaces, donc c'est du délai, voilà. Et on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas une solution via le cloud public ? C'est la problématique test qui amène
Donc c'est ces deux sujets. Du cloud, ouais, ces deux sujets. Et puis j'en ai parlé aussi un petit peu sur AG Market. On savait aussi que nous, on avait des enjeux sur la partie front, notamment de ce qu'on appelle de user experience efficace quand on est géodistribué, parce qu'on est présent sur plein de continents et de pays. Et du coup, pour qu'on ait une user experience la plus rapide possible, on a ce qu'on appelle la notion de CDN, donc avoir un cache distribué sur les objets statiques qui permet donc de télécharger ces objets statiques au plus proche du client. Et donc dans une offre interne, on n'avait pas cette capacité et ça nous posait des problèmes. Donc des gens qui étaient à Hong Kong ou qui étaient à New York n'avaient pas les mêmes temps de réponse que quand on était à Paris. Donc c'était un problème pour les clients. C'était un CDN interne que vous aviez ? Non, on n'avait pas justement. Donc on cherchait une solution. Vous aviez du Akamai ou du Potendo Potendo Non, on n'est pas passé par Akamai. Justement, on est allé tout de suite chercher la solution de cloud public et donc ça nous a apporté une vraie valeur. Et donc c'était l'autre sujet, donc avec le sujet stress test et donc risk management, qui nous a emmené dans l'aventure du cloud public, puisqu'on a réfléchi à une démarche et un big case pour pouvoir faire ça. Par contre, il y avait un enjeu, c'était pour y arriver, c'est qu'on a déjà commencé à faire des investissements assez significatifs sur un data lake interne qu'on manageait nous-mêmes. Et donc toute la stratégie a été comment on déplace cet écosystème qui est quand même assez massif, avec déjà beaucoup de use cases branchés dessus. Et donc, quand on dit ça au management, on dit vous allez attaquer le sujet par la face nord. Là. Donc voilà, donc la face nord, oui, on l'a pris de plein fouet. La première chose qu'on a fait, c'est que déjà il y avait un enabler hyper fort qui était la sécurité. Donc on retombe toujours sur ces constantes. Donc un gros sujet, et le faire comme on le faisait avant, application par application, on n'aurait jamais fini. En 2040, on y serait encore. Et donc on a adopté une autre solution qu'on a appelée Trust and Control et qui permet de sécuriser à l'échelle, donc par service, l'offre de sécurité et qui est beaucoup plus systématique, performante et qui s'applique quel que soit le contexte d'usage et qui en plus a des mécanismes d'alerting immédiat. Voilà, donc des choses assez élaborées qui permettent donc tout de suite d'être dans le bon paradigme. Et pour construire ce socle, on avance avec Azure et en 8 mois, on arrive à sécuriser 24 services d'Azure qui permet du coup de nous projeter sur cette transformation à l'échelle de notre écosystème. Et donc, à partir de 2019, on déplace le Data Lake, qui est une grosse aventure. Ça a duré 3 ans. Et là, dans les prochaines semaines, on va... 3 ans c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à bouger, beaucoup de choses, on ne peut pas le faire tout de suite, il y a des contraintes marché. Et puis tout le monde est engagé aussi sur des roadmaps, donc il faut arriver à s'accommoder entre les roadmaps métiers, de gréver des priorités techniques qui viennent un peu perturber Quand on bouge le truc, c'est ceinture bretelle. Hein. Ah bah oui, mais là on est sur des sujets quand même de régulation, donc derrière c'est beaucoup de recertification. Et puis on a un autre volet aussi qui a été hyper structurant, qui était la data gouvernance, et pareil, encore une fois, un sujet de compliance, où il a fallu aller voir tous les régulateurs avec lesquels on est confronté. Il n'y en a pas qu'un seul pour nous, c'est pas juste la BCE, mais tous les régulateurs. Peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas habitués au monde de la finance, effectivement, il y a expliquer le monde des régulateurs, les contraintes, les amendes associées, enfin parce que oui, non, c'est hyper structurant. Du coup. Ouais, c'est hyper structurant et ça nécessite effectivement beaucoup de métier, d'être très méticuleux, très rigoureux, de connaître les textes de loi, etc. Donc ça n'est pas du métier IT, c'est vraiment du métier jure et compliance, et qui nécessite beaucoup de temps, de démarche, de compréhension, d'échange, d'aller discuter avec les régulateurs, de prendre leurs demandes. Il y a qui comme régulateur ? Il y a il y en a beaucoup. l'AMF, il y a la SEC par exemple aux États-Unis. Donc t'en as dans tous les pays en fait. Et, dans tous les pays, un régulateur. Et puis il y en a même plusieurs parfois. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Donc, et à chaque fois, ils ont chacun leur lecture du sujet. Donc il faut s'acclimater, s'adapter. Et puis par contre, il y a des démarches administratives à remplir. Il faut être très précis parce que la moindre erreur d'ailleurs, tu perds 6 mois, ou même comme tu le dis, on peut prendre des amendes parce qu'on a mal fait la certification. Donc on n'a vraiment pas rigolé là-dessus, et surtout les équipes qui s'en ont chargées, et bravo à elles parce qu'elles ont fait un travail incroyable. Et en 2 ans, elles ont réussi à aller voir tous les régulateurs qui nous concernaient par rapport aux endroits où on faisait du business. Donc ça a été un énorme challenge, et qui explique aussi une partie du délai de ce déplacement. Voilà, et donc gros sujet, et là pour le coup on n'est pas loin de tuer la bête comme tu dirais. et ça a été un achievement, c'est un achievement qui est encore un petit peu devant nous, mais qui est
qui était incroyable, et on a découvert plein de choses. Et d'ailleurs, on pense que Hadoop, on va également ça va être notre prochaine bataille, mais je pense qu'on va le tuer aussi. Vous allez tuer Hadoop. Ouais, enfin pas tout seul, hein, Hadoop, on lui souhaite encore une longue vie, hein, on lui veut pas de mal, hein, mais il a rendu pas mal de services, mais par contre, non, on pense que par rapport en tout cas à nos use case métiers, il nous faut des choses plus simples en fait. Hadoop c'est trop compliqué. Nous on l'a appris à notre dépens parce qu'on a quand même opéré pendant 4 ans dans mes équipes, donc la plateforme Big Data Hadoop. Ouais, c'est très très compliqué, beaucoup de bugs. Beaucoup de problèmes de sécurité. Hadoop n'était pas trop sécure au départ, hein, donc mettre du SSL dans les flux, etc. Donc on a beaucoup de contraintes même en interne. Donc ça a été de grosses difficultés pour nous pour arriver à faire fonctionner ça. Et puis on a fait pas mal de pull requests. Là pareil, donc comme on est des petits, les committeurs Hadoop, ils nous écoutaient pas trop. Donc, on devait backporter nos bugs et tout, donc on devait prendre notre main d'emplacement. Donc on a utilisé aussi HBase. Enfin bon, on va pas citer toutes les histoires, mais on a eu pas mal de problèmes. Donc tout ça, on veut le mettre derrière nous. Et donc on va plutôt partir sur Spark, hein, comme toute la communauté. Hein, beaucoup de gens ont fait ce virage et c'est ce qu'on est en train de faire également. Donc c'est la prochaine prochain bataille. Chantier. Voilà, prochain chantier. Et donc capitaliser à fond sur Spark, qui est un très bel outil et qui permet, en tout cas pour nous, sur les use cases sur lesquels on est, d'apporter des réponses très efficaces et frugales donc au passage. Donc ça encore, ça plaît beaucoup au management. Donc ça va être un moyen de continuer à gagner en efficacité. Frugal, pourquoi en fait? Parce que ça nécessite beaucoup moins d'écosystème applicatif, donc beaucoup moins de puissance de calcul. Tu vas directement à l'essentiel. Tu utilises juste Spark, tu n'as pas besoin d'utiliser toutes les décorations qui sont autour. Et donc tu gagnes en coût de CPU, etc., d'écosystème. Donc on a déjà migré quelques use cases sur cette dimension et on a des gains très intéressants. Bon, ça fait partie du choix, quoi. Voilà, aussi. C'est ça, exactement. Petite question peut-être de l'année dernière, peut-être sur SG Market, parce que tu m'as dit la promesse c'est faire plus avec pas plus de moyens, ouais. En gros. Ouais. On a parlé de scale-up un peu au début, et je sais qu'il y a une notion, on en avait parlé, tu m'avais parlé de scale-down. Ouais. On parle pas, il n'y a pas vraiment de diminution, mais c'est la notion qui, je crois, t'intéresse, quoi. Ouais, j'essaie de le dire un petit peu. C'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est que, et ça vient un peu avec la philosophie qu'Alain pousse, c'est déjà être use case driven t'oblige à, justement, toi tu n'arrives pas avec une solution, puis tu dis tiens, en fait, à quoi ça peut être utile. Et je vois souvent que c'est comme ça que ça se passe, et des budgets sont débloqués, des gros montants parfois, et finalement quand on demande mais c'est quoi le problème, c'est quoi la promesse, ou c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, et trop souvent il n'y a pas de réponse à cette question, et les gens sont partis mais si, t'inquiète pas, on va mettre du Databricks, tu vois, ça va bien se passer. Bon, mais au final ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur pour l'entreprise? Et, tu vois, donc ces débats là, tu vois, je les observe chez moi ou chez mes pairs, et voilà, et c'est là où je me dis, quand on est dans une phase de scale-up, on a fait une levée de fonds, on a de l'argent qui est sur la table, il faut vite délivrer des choses. Alors je dis pas qu'ils font tout le temps n'importe quoi, mais il y a un risque, je pense, d'aller cramer du cash pour pas apporter vraiment la valeur business derrière. Donc voilà, donc il y a une question là-dessus, et puis en plus, quand on scale-up trop vite, moi je pense qu'il y a un sujet aussi d'arriver à trouver les bonnes personnes. Et mon expérience me dit qu'il faut mieux parfois attendre que se précipiter, parce que prendre parfois des acteurs qui peuvent être moyens, ça peut créer beaucoup plus de problèmes que ce que ça n'en résout. Donc de la dette, de nous emmener dans des voies où on ne peut pas aller et on n'a peut-être pas surveillé. Voilà, donc et puis donc trop de personnes à un moment donné posent des questions de synchronisation, de s'assurer que tout le monde est au même niveau, a bien compris, partage l'information. Donc c'est un vrai sujet d'envergure. Et donc on préfère, nous en tout cas, dans nos écosystèmes, de privilégier plutôt des petites équipes efficaces que des grosses équipes qui consomment encore une fois du cash et sans livrer. Et quand on se lance sur un dev, le use case il est prêt, quoi. Et c'est ça la philosophie. C'est ça notre philosophie, et en tout cas on essaye de s'y tenir. C'est pas tout le temps facile, mais c'est vraiment salvateur, en tout cas là où on arrive à le faire, ça se passe très bien. Et alors, autre élément aussi qui est important dans cette histoire, ça fait partie, donc on parle beaucoup de front, mais SG Market peut fonctionner aussi fortement parce qu'il y a un écosystème d'API qui est hyper présent, et c'est aussi un focus sur lequel on a mis beaucoup d'attention pour que toutes les chaînes de valeur qui sont mises en perspective de SG Market donc se reposent sur un socle d'API
très performante et qui respecte encore une fois un certain nombre de normes et de nomenclatures pour garantir le bon niveau de sécurité, le bon niveau de respect du verbe rest, gérer les codes d'erreur correctement. Voilà, donc tous ces aspects-là, on les a un peu structurés, nomenclaturés. Et d'ailleurs, on a utilisé un open source qui nous a permis justement de mettre en place un système de rating de nos API pour dire, tiens, quand tu es exposé sur Internet, tu dois atteindre tel niveau. Quand tu es en reuse sur un référentiel, tu es tel niveau, etc. Donc on a mis en place toute cette intelligence avec un catalogue d'API qui permet donc à tout le monde de faire du discovery et donc de développer l'innovation et la capacité de développer des offres donc, au sein de la plateforme AG Market. Je rebondis sur un truc, tu as dit, moi je cherche pas à faire croître les équipes, je cherche pas à délivrer le maximum de... Bon, il faut qu'il y ait de la valeur derrière. Tu sais, moi je préfère attendre pour recruter. Du coup, c'est le recrutement, ça fonctionne comment? C'est quoi les filtres? Attendre jusqu'à quand? Ouais. Parce que oui, on peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que 6 mois on attend, quoi? Alors, on n'a jamais réussi jamais atteint cette extrémité. Alors, sauf sur des profils vraiment très pointus. Là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment attendre. Et pour le coup, c'est le marché un peu qui décide, malheureusement. Mais donc oui, il y a pas mal de recettes là-dessus. Après, je pense qu'on est tous en train de se chercher, même de se réinventer. Mais en tout cas, nous, les filtres, ça passe par des tests techniques assez pointus, par des AK, enfin les gens viennent coder devant nous et on regarde un petit peu comment ils réagissent. Pas mal de questions sur les soft skills aussi, c'est important. Et puis un élément aussi intéressant, c'est que on a pris le questionnaire de Joel Spolsky, qui est le fondateur de Stack Overflow, et on a répondu aussi à ces questions. Donc il y a 12 questions et on a un peu structuré nos réponses pour montrer un peu l'écosystème dans lequel on est. Ça permet déjà de rassurer les gens quand ils viennent nous voir et de montrer que la promesse, c'est pas du vent, c'est réel. Et grâce à ça, on capte des gens qui sont en compatibilité avec notre socle applicatif qui est plutôt moderne. Et derrière, on fait passer évidemment des tests d'exigence qui vont en face avec des tech leads chez nous qui font passer des tests et c'est assez classique parce que je pense que beaucoup font comme ça. Et on s'est plutôt inspiré des autres là-dessus d'ailleurs. Oh, ça fait un petit moment que vous êtes parti. Enfin, c'est mon expérience côté fournisseur, mais qui a de la culture du kata. D'exercice, du coding live, qui est somme toute récente en fait. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. On le voyait très très peu. Non, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que on a fait aussi pas mal de coding game. Donc ça aussi, ça permet de voir un peu l'aspect algorithmie, mais c'est bien de faire les deux. Coding game, c'est intéressant de voir un peu la logique des personnes, comment elles s'adaptent à l'algorithmie, mais c'est aussi important de voir vraiment comment ça code. Et moi, j'ai mon petit test que je fais passer de temps en temps quand je fais encore passer des entretiens et je m'aperçois que 20 ans après... Il marche encore. Il marche encore et certains oublient toujours de faire le test pour voir si la variable n'est pas égale à 0 et un sur n, forcément, ça marche plus derrière quand c'est égal à 0. Et c'est marrant parce que les jeunes et les moins jeunes font voilà. Et d'ailleurs, nous, ça c'est une formation professionnelle, mais moi, j'avais mon responsable quand j'étais sur le JTNet justement qui m'avait dit une phrase et que j'ai toujours gardée, et c'est quelque chose que je trouve très vrai, c'est penser au pire pour pas que ça se produise. Et c'était ce qu'il nous répétait en permanence. Et donc est-ce que tu es en train de répondre déjà à la question du est-ce que tu as un proverbe ou alors, t'en auras un autre je pourrais peut-être en sortir un autre, mais donc ça, je pense que c'était intéressant parce que c'est par rapport à ce que tu dis là justement. Ce que moi j'aime bien voir justement quand on fait passer l'entretien, c'est de voir comment la personne va réfléchir. Et il y a certes le cas nominal, mais comment tout de suite il va se dire mais tiens, en fait, comment ça se passe si jamais le cas nominal il se déroule pas comme prévu, parce que l'informatique ça souvent marche pas toujours comme c'est jamais comme c'est prévu. Il y a toujours un truc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important je pense de cette philosophie de l'entendre, et je pense que ça permet de réfléchir différemment. Voilà. Et donc on revient sur les sujets de métrologie, de monitoring, qui pour moi est aussi un fil conducteur. Et tous les problèmes que j'ai rencontrés, c'est toujours à base de diagnostics inefficaces. Et si tout le monde avait un dispositif de monitoring très fort, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se résoudraient beaucoup plus rapidement.
Écoute, ça aurait presque pu être une belle conclusion, Ouais. mais ça va pas l'être, parce Non. que du coup, je vais te lancer quand même sur, bien que tu as eu une punchline il y a une minute, est-ce que tu as un proverbe, une phrase, une expression qui te suit, qui t'accompagne? Alors moi, je vais me fâcher avec les Marseillais, mais moi, je suis lyonnais. J'aime beaucoup Jean-Michel Aulas. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Bon, il y a le foot, hein, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais surtout sur la partie entrepreneuriale. Quelqu'un que j'ai vraiment admiré. Et sa phrase, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'essaie de me l'appliquer. C'est pas facile tout le temps, mais je pense que c'est quelque chose qui crée du coup la confiance envers des clients, envers les managers. Donc c'est important de. J'aime bien cette phrase-là. Ouais. Elle m'inspire. Et donc, et tu te l'appliques. Ben, je me l'applique. Après, on quand essaye, je dis, quoi. voilà, on essaye. Ouais. Il faut rester humble, mais je pense que c'est une rigueur et c'est motivant, ça crée l'engagement et j'aime bien cette phrase. Ok. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Sur des surnoms. Ouais, je sais pas si des surnoms. Bah, un ou Ouais, pas. Ouais, je suis de ma mère, mais bon, celui-là, je le garde pour moi. Nora, des surnoms. Ouais. Bon, celui Ouais, de ta maman, ouais, il restera en famille, du coup. Ouais, c'est ça, voilà. Et est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose? Bah écoute, t'as couvert beaucoup de sujets, c'était très très intéressant, j'espère que j'ai bien répondu. Peut-être, non, un sujet qui est toujours, je pense, d'actualité, t'as touché un petit peu du doigt, mais j'ai besoin de rebondir encore dessus, c'est l'attractivité, comment on c'est vrai recrute. C'est vrai qu'on a parlé du recrutement sur le filtre, mais voilà, bon, l'attractivité. Comment on attire et durablement, parce que c'est aussi le sujet. Parce que comme toute boîte, on est confronté évidemment à des gens qui partent. Et puis c'est malheureusement souvent les meilleurs qui partent. Ils sont attirés par pas mal de choses, donc il y a pas mal de dynamisme sur le marché, donc qui crée beaucoup de sollicitations. Donc on a un défi sur comment on garde cette population de talents. Et puis on a un deuxième défi, c'est comment on attire évidemment les talents. Et puis on a un focus en plus particulier là-dessus, c'est qu'on essaye nous de renforcer notre attractivité sur les profils féminins. Donc c'est peut-être une particularité, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. D'ailleurs, tu as cité Alexis tout à l'heure et il est très très actif sur le sujet et arrive à nous trouver pas mal de talents féminins et on continue à œuvrer là dans cette voie puisqu'on a l'espérance d'attirer plus de 30% de profils féminins. 30%, c'est au-dessus du marché. Au-dessus de la moyenne. Ouais, donc c'est un gros défi, mais on va essayer de s'y tenir et surtout en plus sur un secteur assez niche, hein, parce qu'on est on fabrique des capacités digitales, donc des choses assez pointues. Voilà, donc en tout cas, on ne désespère pas et on arrive. Alors, pour y arriver, on investit aussi beaucoup donc bien sûr sur les seniors, mais aussi sur les juniors. Donc on essaie de jouer cette carte-là aussi auprès des écoles, prendre beaucoup de stagiaires pour justement leur faire connaître un peu le monde de la banque. Hein. Parfois, j'ai encore, quand je vais sur les forums d'étudiants, certains étudiants qui me disent, mais à la banque, il y a de l'informatique. Oui, il y a de l'informatique. Ouais, et pas mal. Et pas mal, donc du coup, voilà. Donc sur le recrutement, c'est un vrai défi. Et puis on se bagarre tous pour les mêmes profils. Donc faut être innovant. Je pense qu'il faut être vrai. Ça aussi, je pense. Et quelque part, le marché sait que sur AG Market, pardon, on fait des choses intéressantes. On a tiré pas mal de gens pointus. Hein. Je ne l'ai pas cité, mais je peux lui faire un petit clin d'œil à Jean-Laurent, hein, qui va nous écouter, je pense, à un moment donné, et qui aujourd'hui qui est VP chez Docker. Et voilà, donc on a quelques pointures comme ça qui ont fait leur passage chez nous et qui nous ont apporté beaucoup de valeur pendant leur passage. Et on garde des contacts très forts, parce que même pas avec ceux qui nous quittent, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils gardent un très bon souvenir de ce qu'on a vécu ensemble. Et ce réseau qu'on garde nous fait aussi profiter un petit peu d'intelligence qu'ils découvrent dans leurs nouvelles expériences, et ça c'est plutôt très profitable également. Donc c'est également un sujet intéressant sur l'aspect network. Et après maintenant c'est être innovant. J'ai brodé sur des choses classiques, mais on se développe beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, hein. C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup côté ESN et qui marche bien, et voilà, on essaie de vous copier parce que vous êtes plutôt en avance sur nous par rapport à ça. Voilà. Bon, en tous les cas, je pense que dans la description de ce que tu as fait des plus de 20 ans à l'ASG, voilà. Ça manque pas de challenge.
Ça me manque pas d'inno. Et puis côté techno, que ce soit cloud, performance, volumétrie et autres, je pense qu'il y en a qui ressentiront qu'il y a des chouettes challenges à relever. Exactement. Je me suis pas ennuyé pendant 20 ans. Et ça continue. Et ça continue. Avec la même passion. Et bah rendez-vous dans 3 ou 4 ou 5 ans du coup. Et bah voilà. Merci beaucoup Pierre. À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.